Les rues pavées de Paris, où les néons des théâtres jettent des reflets d'or, ont été le décor de triomphe pour Lynn Renault. Née Jacqueline Ant dans un village ouvrier du Nord, elle a conquis la France par sa voix, son charisme et sa capacité à transformer chaque scène en un moment d'éternité. Des chansons comme « Étoile des neiges » au spectacle de Las Vegas, aux côtés de son menteur. Et époux Loulou Gasté, elle a incarné une France joyeuse, celle des années d'après-guerre, où l'espoir renaissait. Pourtant, derrière les rideaux de velours et les applaudissements, Lynn a porté des fardeaux intimes, des chagrins qu'elle a tus pour préserver son public. Dans un appartement du 16e arrondissement, entouré de photos en noir et blanc et de souvenirs de ses combats pour le SIDAction, elle choisit de parler. Sa confession, murmurée avec une dignité fragile, révèle la douleur de ses derniers jours. Une solitude pesante, une santé déclinante et une réflexion sur une vie où l'amour et la perte se sont entrelacés. Ce récit, en 7 chapitres, explore son ascension, ses amours, ses luttes et cette vérité crue qu'elle livre au crépuscule de son existence. Dans le village de Pont-de-Nieppe, où les cheminées d'usine crachaient une fumée grise sur fond de ciel nordique, Jacqueline Ant, future Lynn Renault, voit le jour le 2 juillet 1928. Fille d'un employé de bureau et d'une couturière, elle grandit dans un foyer modeste, où la musique est un refuge. Sa mère, passionnée de chansons populaires, fredonne des airs de Tino Rossi, tandis que son père, un homme discret, joue de l'harmonica les soirs d'hiver. Dès l'âge de 5 ans, Jacqueline chante pour les voisins, sa voix claire résonnant dans les ruelles. Chanter, c'était comme voler, ça me faisait quitter la terre, confie-t-elle, les yeux brillants d'un éclat juvénile malgré les années. Cette enfance, marquée par la simplicité et les privations de l'entre-deux-guerres, forge une détermination féroce. À 7 ans, elle participe à un concours local où sa reprise de « J'attendrai » émeut l'audience, lui valant un premier prix et une conviction. La scène sera sa vie. Les années d'école sont contrastées. Jacqueline excelle en musique, mais se sent étrangère dans les salles de classe, où ses camarades moquent son rêve de devenir artiste. La guerre éclate, bouleversant le Nord. À 12 ans, elle vit l'occupation, les bombardements, les nuits dans des abris où elle chante pour apaiser sa famille. La peur nous unissait, mais la musique nous sauvait, raconte-t-elle, évoquant des soirées où elle inventait des mélodies pour oublier les sirènes. À 14 ans, elle intègre une troupe amateur, se produisant dans des cafés enfumés pour des soldats et des ouvriers. Les historiens de la culture populaire notent que cette période, où le music-hall servait d'échappatoire collective, a vu naître des talents comme Lynn, portés par un besoin viscéral de beauté. En 1944, à la Libération, elle gagne un concours radiophonique à Lille, attirant l'attention d'un impresario parisien. Ce dernier lui suggère un nom de scène, Lynn Renault, inspiré par une chanson qu'elle aimait. À 16 ans, elle quitte le Nord pour Paris, un baluchon à la main et des rêves plein le cœur. Cette période fondatrice, entre privation et premières scènes, pose les bases d'une carrière éclatante, mais aussi d'une résilience qui l'accompagnera dans les joies et les peines. Paris, dans les années 1940, est une ville qui renaît de ses cendres. Et Lynn Renault y trouve sa place. À 17 ans, elle décroche un contrat aux Folies Bergères, où sa voix vibrante et son allure pétillante séduisent le public. J'étais terrifié,
Mais dès que les projecteurs s'allumaient, j'oubliais tout, se souvient-elle, décrivant ses premières nuits sur scène, où elle interprétait des chansons légères avec une gravité inattendue. En 1947, elle rencontre Loulou Gasté, compositeur de 20 ans son aîné, qui devient son Pygmalion. Sous sa houlette, elle enregistre « Ma cabane » au Canada, un succès qui la propulse au sommet des hit-parades. Les cabarets parisiens, du Moulin Rouge à l'ABC, s'arrachent cette jeune nordiste, dont le sourire et l'énergie incarnent l'optimisme d'après-guerre. En 1950, elle épouse Loulou, un mariage qui scelle une collaboration artistique et un amour complexe. Les années 1950 sont un tourbillon. Lynn enchaîne les tournées de Paris à Monte-Carlo et s'envole pour Las Vegas, où elle se produit dans des revues glamour, partageant l'affiche avec des stars comme Frank Sinatra. Vegas, c'était un autre monde, scintillant et cruel, confie-t-elle, évoquant les nuits où elle dansait jusqu'à l'aube pour un public exigeant. Ses chansons, comme Étoiles des neiges, deviennent des hymnes et elle se lance dans le cinéma, jouant dans des films comme Ils sont dans les vignes. Les critiques saluent sa polyvalence. Chanteuse, danseuse, actrice, elle semble tout faire avec aisance. Pourtant, la vie de star a un coût. Les horaires infernaux, les attentes du public et la tutelle artistique de Loulou pèsent lourd. Il voulait faire de moi une légende, mais parfois, j'avais juste envie d'être Jacqueline, murmure-t-elle, révélant des moments de doute dans des hôtels anonymes. Les sociologues de la célébrité décrivent cette époque comme une cage dorée pour les artistes. Et Lynn, malgré son éclat, ressentait ce confinement. Cette phase d'ascension et de sacrifice établit son mythe, mais plante aussi les graines d'une solitude qui entra ses dernières années. Dans les années 1960, Lynn Renaud diversifie son répertoire, alternant music-hall, cinéma et télévision. Elle anime des émissions populaires, où son rire communicatif et sa chaleur conquièrent les foyers français. Son mariage avec Loulou Gasté, bien que solide, est marqué par des tensions. Son rôle de mentor se mue parfois en contrôle. Et Lynn, indépendante par nature, lutte pour préserver son identité. Loulou était mon roc, mais aussi mon ombre, confie-t-elle, décrivant des disputes apaisées par des chansons coécrites dans leur appartement parisien. En 1964, ils adoptent une vie plus stable, s'installant à Paris, où Lynn devient une figure de l'ETSEL. Jet set, fréquentant Édith Piaf et Charles Aznavour. Ces amitiés, riches mais éphémères, masquent un vide. L'absence d'enfants, un choix imposé par leur carrière, pèse sur son cœur. Dans les années 1980, Lynn trouve une nouvelle vocation, la lutte contre le sida. En 1985, elle cofonde le SIDAction, devenant une pionnière dans la sensibilisation à une maladie alors taboue. J'ai vu trop d'amis partir dans l'indifférence. Je devais agir, explique-t-elle, évoquant les galas où elle levait des fonds, défiant les préjugés. Ce combat, salué par les activistes, lui donne un sens au-delà de la scène. Elle produit des téléfilms, joue dans des pièces engagées et s'investit dans des œuvres caritatives, gagnant le respect d'une nouvelle génération. Cependant, la maladie de Loulou, diagnostiquée avec un cancer en 1990, assombrit cette période. Je chantais le jour, je pleurais la nuit, avoue-t-elle, décrivant les mois passés à son chevet. Sa mort en 1995, après 45 ans de mariage,
la laisse dévastée. « Une partie de moi s'est éteinte avec lui, » murmure-t-elle, révélant une solitude qui s'installe durablement. Cette période, riche en engagement public, cache une douleur privée. Lynn, sans enfant biologique, se rapproche de filleuls et d'amis. Mais les soirées solitaires dans son appartement deviennent fréquentes. Ses rôles au cinéma, comme dans La Maison du Bonheur 2006, montrent une femme rayonnante, mais en coulisses, elle lutte contre la dépression. Les psychologues des transitions de vie notent que la perte d'un conjoint, combinée à la pression de maintenir une image publique, peut amplifier la solitude. Et Lynn en est l'illustration. Ce chapitre, entre dévouement et deuil, pose les bases d'une vérité qu'elle ne révélera qu'à 97 ans. Ces derniers jours, marqués par une douleur physique et émotionnelle, reflètent un combat intime contre l'isolement. Dans les années 2000, Lynn Renault, alors septuagénaire, reste une figure active. Elle joue dans des films à succès comme Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, où son rôle de mère chaleureuse touche des millions de spectateurs. Elle continue d'animer des galas pour le SIDAction, s'adressant à des publics internationaux avec une énergie qui défie son âge. « J'ai toujours cru que bouger me garderait jeune », confie-t-elle, décrivant des journées remplies de répétitions, interviews et voyager. Pourtant, la vieillesse apporte des défis. En 2010, une chute dans son appartement entraîne une fracture du poignet, limitant sa mobilité. Les médecins diagnostiquent une arthrose sévère, et les douleurs chroniques deviennent des compagnes constantes. « Chaque matin, mon corps me rappelle qu'il fatigue, » dit-elle, un sourire résigné sur les lèvres. La solitude s'intensifie après la perte de proches. La mort d'amis comme Jean Marais et Pierre Mondy, ainsi que l'éloignement de ses filleuls, occupés par leur propre vie, creusent un vide. Lynn s'installe dans un appartement plus petit, où elle entoure de photos de Loulou et d'affiches de ses spectacles. Ces murs racontent ma vie, mais ils ne parlent pas, murmure-t-elle, évoquant des soirées où elle écoute des vinyles pour combler le silence. En 2020, la pandémie aggrave cet isolement. Confinée, elle communique par appel vidéo, mais la technologie ne remplace pas la chaleur humaine. Elle commence à écrire des mémoires, un projet qu'elle abandonne par manque d'énergie. Écrire, c'est revivre, et parfois ça fait trop mal, explique-t-elle, révélant des nuits où les souvenirs de Loulou et des occasions manquées la hantent. Son engagement pour le SIDAction reste un phare. En 2022, elle organise un gala virtuel, levant des millions pour la recherche. Mais les efforts physiques et émotionnels pèsent lourd. Une pneumonie en 2023 la force à ralentir, et les visites à l'hôpital deviennent fréquentes. « Je me bats, mais je sens que le rideau se baisse doucement », confie-t-elle à un proche, décrivant une fatigue qui va au-delà du corps. Les sociologues de la vieillesse soulignent que les figures publiques comme Lynn, habituées à donner, peinent à accepter leur propre fragilité. Elle s'entoure d'une infirmière à domicile et d'amis fidèles, mais la perte d'indépendance la blesse. Ce chapitre, marqué par la lutte contre le temps, révèle une femme qui, malgré sa gloire, affronte les mêmes ombres que tous, la peur de l'oubli, le poids du silence. À l'automne 2025, à 97 ans, Lynn Renault choisit de parler. Dans une interview intime enregistrée dans son salon, face à un journaliste de confiance, elle livre une confession bouleversante. « Mes derniers jours sont douloureux, pas seulement dans mon corps, mais dans mon âme. » Elle évoque la solitude qui l'enveloppe, un sentiment amplifié par la perte de Loulou et l'absence d'une famille proche. « J'ai aimé profondément,
mais je n'ai pas su garder ceux que j'aimais près de moi, murmure-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Cette douleur, explique-t-elle, vient d'un regret, ne pas avoir eu d'enfant, un choix dicté par sa carrière et par Loulou, qui privilégiait leur duo artistique. J'ai donné ma vie au public, mais aujourd'hui, je me demande à qui je la rends, confesse-t-elle, révélant une vulnérabilité rare. Cette vérité n'est pas un reproche, mais une introspection. Lynn parle des nuits où elle revisite son passé, regrettant des amitiés négligées, des moments où elle a choisi la scène plutôt que l'intimité. J'ai cru que la gloire suffirait, mais elle ne tient pas compagnie, dit-elle, décrivant des journées où elle lit des lettres de fans pour se sentir connectée. La maladie aggrave cette solitude. L'arthrose limite ses mouvements, et une insuffisance cardiaque, diagnostiquée en 2024, la rend dépendante d'un respirateur occasionnel. Elle suit une thérapie où elle explore ses regrets, apprenant à pardonner ses choix. J'ai aimé Loulou, mais j'ai aussi aimé un rêve qui m'a coûté cher, avoue-t-elle, évoquant un mariage où l'amour était réel, mais parfois éclipsé par l'ambition. La réaction publique est immense. Les réseaux sociaux s'enflamment de messages de soutien et des artistes comme Danny Boone lui rendent hommage. Lynn, touchée, répond par une lettre ouverte, remerciant ses fans, mais insistant sur l'universalité de sa douleur. Nous sommes tous seuls à la fin, mais nous pouvons choisir d'aimer encore, écrit-elle. Elle s'engage dans un dernier projet, une fondation pour les artistes âgés, offrant des soins et un soutien émotionnel. Ce chapitre, d'aveux crus et de réconciliation, montre une Lynn qui transforme sa souffrance en message d'espoir. Une femme qui, à l'approche du rideau final, choisit la vérité comme ultime performance. À 97 ans, Lynn Renaud refuse de s'éteindre en silence. Malgré ses douleurs, elle planifie un ultime gala pour le SIDAction en 2026, un événement virtuel où elle chantera depuis son salon, entourée d'images de sa carrière. « Ce sera ma dernière chanson, mais je veux qu'elle compte », déclare-t-elle, répétant avec un pianiste qui adapte ses mélodies à sa voix fragile. Elle s'entoure d'une équipe réduite, une infirmière, un assistant et des amis qui passent pour des thés prolongés. Ces visages me rappellent que j'ai aimé, même si je suis seule aujourd'hui, confie-t-elle, décrivant des après-midi où elle raconte des anecdotes de Vegas à ses filleuls. Son appartement devient un sanctuaire de souvenirs. Elle trie des photos, rédige des lettres à des collègues disparus et enregistre des messages pour ses fans. « Je veux qu'ils sachent que j'ai été heureuse, malgré tout, dit-elle, un sourire fragile sur les lèvres. Elle s'investit dans sa fondation, collaborant avec des ONG pour offrir des bourses à de jeunes artistes. Les médecins, impressionnés par sa ténacité, notent une amélioration temporaire. Sa santé attribuée à son engagement. Pourtant, les nuits restent difficiles. Des insomnies où elle écoute Ma cabane au Canada, repensant à Loulou et à une vie sans regret possible. Les psychologues de la fin de vie soulignent que cet équilibre entre acceptation et lutte est rare, et Linné l'incarne avec grâce. Elle se rapproche d'associations locales, offrant des objets personnels, robes de scène, disques, pour des ventes aux enchères caritatives. Un documentaire sur sa vie, prévu pour 2027, retrace son parcours, intégrant sa récente confession. « Je veux qu'on voie la femme, pas juste la star », insiste-t-elle, collaborant avec le réalisateur pour un ton authentique. Ce chapitre,
de résistance et de lumière, montre une Lynn qui transforme la douleur en legs, une artiste qui, même au crépuscule, continue d'éclairer. À l'approche de 2026, Lynn Renaud prépare son dernier acte. Elle enregistre une version acoustique d'Étoile des neiges, qu'elle souhaite offrir comme un cadeau d'adieu. Cette chanson, c'est mon histoire, un éclat dans la nuit, dit-elle, répétant dans un studio improvisé. Sa santé, fragile, l'oblige à se reposer souvent, mais son esprit reste vif. Elle planifie une transmission de son patrimoine artistique, léguant ses archives à la Bibliothèque nationale. Je veux que les jeunes sachent que la scène, c'est l'amour, même quand il fait mal, explique-t-elle, recevant des étudiants en art dramatique chez elle. Sa confession a inspiré un mouvement. Des fans partagent leurs propres récits de solitude sur les réseaux, créant une communauté autour du hashtag avec Line. Elle répond, émue, par des messages vidéo. Vous m'avez donné tant d'amour, je rends ce que je peux, dit-elle, la voix tremblante. Son entourage, réduit mais fidèle, l'entoure. Des neveux éloignés, des collègues de longue date. Ce chapitre final, d'adieu et de partage, montre une Lynn qui embrasse sa douleur pour mieux la transcender. Une femme dont la voix résonnera au-delà de ses jours. Que pensez-vous de la confession de Lynn Renaud? Sa douleur, révélée avec tant de courage, ouvrira-t-elle une conversation sur la solitude des aînés ou restera-t-elle un écho intime de son âme? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Aimez cet article pour découvrir d'autres récits profonds et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos histoires, et de nos histoires, et de nos histoires.